Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Mon Psy part en live. Je suis Julien Borloo, psychologue à Lausanne et aujourd'hui on va parler de où se trouve la limite entre le développement personnel et une dérive sectaire. Alors c'est un épisode que j'attendais de faire depuis un moment. Alors je sais que c'est des thématiques qui peuvent être sulfureuses, mais je trouve que c'est hyper important d'en parler parce que des fois les limites sont floues entre des pratiques de développement personnel et des dérives sectaires, donc toutes sortes de techniques qui sont utilisées par des sectes pour mettre des gens sous emprise et en profiter, des fois avec des conséquences catastrophiques. Et donc, dans cet épisode, j'ai envie de décortiquer où se trouvent ces limites, quels sont les points de rassemblement, quels sont les outils, les méthodes que les sectes utilisent ou empruntent au développement personnel pour vous donner des points d'attention, des signaux d'alerte auxquels faire attention pour savoir faire le tri dans tout ça. Alors, on va peut-être commencer par qu'est-ce que c'est le développement personnel? Eh bien, si vous êtes sur cette chaîne, si vous écoutez cet épisode, vous êtes probablement très familier avec le développement personnel. Et puis, c'est quelque chose d'extrêmement positif. D'ailleurs, on met un nom dessus, mais finalement, tout le monde... 100% des personnes sur cette planète font du développement personnel parce que chaque personne s'instruit, essaie d'apprendre des choses, de se développer, etc. Donc le développement personnel, c'est juste quelque chose de naturel chez l'humain. Et puis, sous ce terme, on a regroupé différentes pratiques qui visent à développer certaines compétences. Et puis, il y a plein de gens, de professionnels de la santé mentale notamment, qui travaillent là-dedans. Alors voilà, moi je suis psychologue, je fais du coaching, c'est évidemment des thématiques que j'aborde, le développement personnel. Il y a d'autres types de professionnels qui peuvent s'inscrire dans ce courant-là. On pourrait inclure des nutritionnistes, des coachs sportifs, n'importe quelle personne qui œuvre à développer finalement qui nous sommes, nos compétences, à améliorer notre santé physique et mentale. On pourrait mettre évidemment les enseignants, les profs, etc., comme des acteurs du développement personnel. Et puis, les personnes qui s'intéressent particulièrement au développement personnel et qui cherchent à transformer certaines choses chez eux, eh bien, c'est des personnes qui ont identifié certaines choses qui n'allaient pas, qui peut-être leur causaient de la frustration, de la tristesse, qui étaient des points peut-être de douleur ou de souffrance dans leur vie. Et cette caractéristique-là peut faire de ces personnes des personnes vulnérables quand elles rencontrent des gens qui sont mal intentionnés, notamment des personnes qui font partie de certaines sectes. Et même sans aller sur des dérives sectaires, tout ce qui a trait au marketing, quand il y a des publicités, les gens qui font du marketing, la première leçon, c'est de trouver quel est le point de douleur ou de souffrance chez la personne, qu'est-ce qui la frustre, qu'est-ce qu'elle a envie de changer dans sa vie, et puis d'aller adresser ce point-là, d'aller cibler là-dessus. Et donc, les sectes utilisent ce principe tout bêtement. Et puis, je me réjouissais aussi de faire cet épisode parce que c'est quelque chose qui peut être très confrontant. Parce que sur les réseaux sociaux, comme vous le savez, il y a plein de gens qui sont super bienveillants, mais il y a plein de gens qui sont très malveillants, qui vont être dans la critique, dans le jugement. Et puis, moi, ça fait des années que je suis sur les réseaux sociaux. Et de temps à autre, il y a des gens qui vous traitent de charlatans, de gourous, etc. Et je trouve intéressant justement d'analyser finalement ces phénomènes parce que on pourrait se dire, voilà, moi je suis psychologue, mais je suis sur les réseaux sociaux, je fais plein de podcasts, de vidéos, j'ai une voix quelque part un peu publique. Peut-être que certaines personnes pourraient s'inquiéter de ça. Ils se diraient, oula, attention, il donne des conseils, il faut faire attention à ce qu'il dit. Donc c'est intéressant de vraiment voir qu'est-ce qui appartient à une dérive sectaire et qu'est-ce qui, en fait, appartient à juste une démarche de démocratisation de la santé mentale, de certains conseils, etc. Alors, je vais déjà vous donner quelques indices, quelques signaux qui devraient allumer les feux bleus chez vous, les signaux d'alerte, alerte rouge. Parce que ce sont des signes que peut-être vous êtes dans une dérive sectaire ou même sans aller dans une dérive sectaire, simplement vous êtes sous emprise ou de quelqu'un. Tout le monde ne fait pas partie d'une secte, mais il y a plein de gens qui sont sous emprise de quelqu'un d'autre, d'un partenaire, d'un ami, d'un chef, et ça c'est également problématique. Alors c'est pas dans les mêmes proportions qu'une secte, mais c'est le même mécanisme d'emprise. Un premier indice que l'on est en train de peut-être dériver
dans un phénomène sectaire, c'est qu'il y a une figure, un leader, un gourou infaillible. Donc c'est vraiment la personne qui est l'exemple à suivre, le gourou, le messie. Voilà, Jésus, c'est le chef de secte qui a le mieux réussi peut-être sur Terre, parce que les religions finalement c'est des sectes qui ont bien réussi. Dans toute secte, il y a un leader. On verra après un exemple où il y en avait deux, ce qui est assez rare. Un leader qui a la parole suprême qu'on suit quelque part aveuglément. Et ce qui va avec ça, qui est un deuxième signal d'alerte hyper important, c'est que dans un phénomène sectaire, il y a une vérité unique. Ça veut dire qu'il y a une parole qu'on ne doit pas remettre en question. Une parole, une vision. La remise en question, quelque part, elle est impossible, elle est inacceptable et souvent même elle va être réprimée. Un autre indice qu'on est dans une dérive sectaire, c'est qu'il y a un isolement progressif. Alors ça va dans toute relation d'emprise. J'en ai déjà parlé dans des précédents épisodes sur la manipulation dans le couple notamment. Quand on est face à quelqu'un qui cherche à nous manipuler, il faut diviser pour mieux régner. Ça veut dire que si on isole la personne de son couple, de sa famille, de ses amis, ça va être beaucoup plus facile de l'endoctriner parce qu'il y aura de moins en moins de personnes autour qui vont pouvoir venir questionner, qui vont pouvoir dire « mais écoute, c'est un peu bizarre là ce qu'on te demande » ou qui vont émettre des doutes, etc. Et donc ça, dans toute dérive sectaire, il y a quelque part une notion de soit tu es avec nous, soit tu es contre nous. Donc il y a vraiment des groupes très distincts. Souvent, il faut garder les choses secrètes, pas en parler aux autres. Et puis, souvent avec un discours aussi de voilà, si des gens viennent contredire ce que vous vivez, vos décisions, etc., c'est qu'ils vous veulent du mal, c'est qu'ils veulent vous retenir dans vos croyances limitantes, c'est qu'ils veulent pas vous voir évoluer. Et ça, c'est un point auquel il faut faire attention dans le développement personnel parce que, alors, j'accuse pas forcément les gens d'être dans des sectes, mais il y a quand même un peu ce discours dans le développement personnel de, voilà, il faut couper tes relations, isole-toi, progresse, et puis entoure-toi que de gens qui veulent te voir progresser, tous les autres, coupe-les de ta vie. Alors, il y a une part où je suis en accord, c'est-à-dire s'il y a des gens dans votre entourage qui vous veulent pas du bien ou qui ne vous font pas du bien, qui ne sont pas là qui sont là pour vous tirer vers le bas, peut-être ça vaut la peine en effet de vous en éloigner puis de vous entourer de personnes qui veulent votre bien, qui vous poussent, qui vous encouragent. Mais il faut faire attention à quel point on est radical là-dedans. Et aussi, on n'est pas obligé de s'entourer que de gens qui sont exactement dans la même voie que nous, qui ont les mêmes habitudes, etc. Parce que c'est pas parce que quelqu'un, je sais pas, n'est pas sportif à fond, ne s'intéresse pas exactement à tous mes centres d'intérêt, que ça peut pas être un atout dans ma vie. C'est une personne qui peut m'amener d'autres choses. Donc ce qui compte, c'est vraiment la bienveillance. S'il y a des personnes qui ne sont pas bienveillantes avec vous, qui vous font du mal, coupez sans hésiter. Mais ne coupez pas avec des gens qui veulent votre bien, qui sont bienveillants. Un autre point hyper important qu'on retrouve dans toutes les sectes, c'est le côté financier. Il y a une dépendance financière et psychologique, évidemment. Et ça, c'est souvent à travers de formations qui sont hyper coûteuses et où, si tu fais cette formation, tu vas t'élever à un niveau encore supérieur, ça va te faire progresser, mais là, tu es encore bloqué à ce niveau, donc il te manque juste encore ce palier, donc tu es juste à 500 francs près de cette formation, puis ensuite, tu vas pouvoir grimper, etc. Puis en fait, c'est une logique où on s'en sort jamais. Ça, à nouveau, ça peut être un endroit où le développement personnel et les sectes se brouillent, parce que moi aussi, j'ai des formations en ligne, alors il se trouve que les miennes, je les mets à un prix vraiment hyper accessible. C'était le but en faisant mes formations, c'était les gens qui peuvent pas venir me voir au cabinet aient aussi une possibilité de travailler avec certains de mes outils. Donc les formations sont pour la plupart à $50 ou moins. Mais au-delà du prix de la formation, c'est quelle est l'emprise qu'il y a dessus. C'est-à-dire, je pourrais avoir une formation hyper chère et c'est après, est-ce que je ne laisse pas sortir la personne de mon écosystème? C'est-à-dire, elle a fait cette formation et puis je la retiens pour lui dire non, il faut absolument que tu fasses ça, puis que tu fasses ça, puis peut-être tu pourrais t'engager encore plus, mais du coup, tu me donnes une partie de ton salaire ou des choses comme ça. Donc, c'est vraiment ce côté emprise qui est vraiment hyper important. Puis, ça amène à un dernier point super important, c'est le côté peur, culpabilisation. Donc, si quelqu'un commence à émettre des doutes ou à vouloir se distancier, on va soit aller dans la menace concrète, soit on va chercher à le faire culpabiliser. Puis, c'est plutôt ça, ce levier-là qu'on va souvent utiliser dans les sectes. On va maintenir une pression pour que la personne reste dans le groupe et puis
ce levier-là, il est plus facile à actionner une fois qu'on a isolé la personne. Parce que si la personne n'a plus de famille, plus d'amis, sa nouvelle famille, c'est souvent les termes utilisés dans les sectes d'ailleurs, c'est les gens de la secte. Et donc, ça va être beaucoup plus facile de mettre une pression sur le fait de ne pas partir. Et donc, d'aller de plus en plus dans l'engrenage financier, psychologique et de dépendance. Et ça, souvent, des personnes qui ont été dans des sectes peuvent évoquer qu'il y a eu des moments où ils ont commencé à voir qu'il y avait des choses qui jouaient pas, qu'ils étaient plus en accord avec tout ça. Mais en fait, ils étaient tellement pris par ce biais d'engagement, ils avaient tellement fait pour s'engager dans la secte, ils avaient tellement donné d'heures, d'argent, ils avaient tellement pris des décisions radicales en coupant avec leur famille, leurs amis, qu'en fait, le coup de sortir de la secte et d'avouer qu'en fait, ils avaient eu tort, qu'ils s'étaient trompés, en fait, ce coup était beaucoup trop grand. Et du coup, en fait, ces personnes restent, quand bien même elles se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Et ça, il y a le documentaire sur Raël, sur Netflix, sauf erreur, là, on le voit très bien. Il y a des interviews de personnes qui se rendaient compte qu'il y avait des choses qui n'allaient pas du tout, mais ils n'osaient plus sortir parce que il y avait des menaces, des pressions, et ce côté, en fait, j'ai tellement investi là-dedans que c'est trop dur d'avouer que je me suis trompé. Et puis alors, je vais me baser maintenant sur des exemples de sectes qui ont existé ou qui existent toujours pour vous montrer à quel point des fois les limites peuvent se brouiller. J'ai écouté un podcast de la RTS qui s'appelle Soleil Noir et c'est sur la secte de l'ordre du Temple solaire, l'OTS, comme il l'appelait. Ça, je peux que vous encourager à aller écouter ce documentaire podcast. Il est super bien fait et c'est vraiment, moi j'ai été passionné par cet épisode. Et donc c'est une secte qui a été créée par Joe DiMambro et Luc Jouret. Et voilà, il y avait tout un discours sur, comme d'habitude, une ascension spirituelle et le fait de pouvoir quitter la Terre pour aller vers Sirius, donc une étoile, et puis que c'était dans un contexte un peu de fin du monde, etc., que ça serait les personnes choisies et sauvées de l'apocalypse quelque part. Mais dans cette secte, ils mélangeaient tout un tas d'idéologies. Il y avait le côté des Templiers, il y avait des aspects de mythologie antique. Finalement, dans leur pratique, il y avait un tas de pratiques qu'on peut retrouver dans le développement personnel. Des côtés de méditation, ça on le retrouve toujours. Et finalement, entre des prières, des méditations, de l'hypnose, c'est des pratiques qui se ressemblent, qui n'ont rien de mal en elles-mêmes. C'est des états modifiés de conscience et qui peuvent être utilisés à des fins positives comme négatives. Donc l'idée, c'est pas de critiquer la méditation en soi. La méditation, elle est super en elle-même, mais c'est à quelle fin on l'utilise, qu'est-ce qu'on cherche à ancrer comme idée, comme idéologie. C'est aussi dans cette secte, ils étaient très axés sur le bio, ils avaient une ferme où ils cultivaient des légumes bio. Donc il y avait plein de choses qui étaient super positives là-dedans, mais c'était l'idéologie derrière qui était terrible. Et ça a amené en fait à des massacres collectifs, il y a eu des suicides ou des assassinats collectifs, on ne sait pas vraiment. Il y a eu plusieurs massacres dans des chalets en Suisse, notamment il y a eu aussi en France. Et donc c'est quelque chose qui s'est terminé de manière très sanglante. Et puis voilà, la mort de tous ces membres était faite pour faire le transit de la Terre vers Sirius. Donc en fait, il faut faire attention aux amalgames, parce que dans les dérives sectaires, il y a plein de choses qui ne vont pas dans l'idéologie, dans les mécanismes d'emprise, etc. Mais on va trouver plein de pratiques qui sont très bénéfiques finalement. Et c'est ça qui brouille les pistes, parce que les gens se disent oui, mais on fait des trucs super, on est un groupe, on se soutient, peut-être un soutien financier, on fait de la méditation, de l'agriculture bio, on a des projets, etc. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est l'idéologie et le but qu'il y a derrière tout ça. Une autre secte où l'on peut voir ce genre de pratique, c'est la secte de Raël. Alors ça, il y a un très bon documentaire sur Netflix sur cette secte, basé sur une idéologie, par rapport aux extraterrestres, avec une création de cette idéologie qui est complètement loufoque. Et quand on regarde le documentaire, on se demande comment des gens ont pu croire à ça, parce que ça semble tellement exagéré, tellement fou, que ça semble invraisemblable. Mais ces mécanismes en fait d'emprise, le côté charismatique du gourou, font qu'on peut tomber dans ces mécanismes d'emprise si on est quelqu'un un peu d'isolé, si on est un peu fragile, vulnérable. Et surtout, je pense qu'un des gros leviers qu'utilisent les sectes, c'est des personnes
qui ont des faibles estimes d'elles-mêmes. Parce que si on n'a pas une estime de soi qui est très forte, très ancrée, on va être très sensible aux gens qui vont nous valoriser, qui vont nous faire plein de compliments, qui vont nous intégrer dans le groupe, qui vont nous faire prendre du grade, qui vont nous donner des responsabilités, etc. On va se sentir flatté, valorisé. Et c'est ce qui se passe ensuite comme dans le love bombing, j'en ai parlé dans un épisode. Au début, c'est extrêmement positif, puis tout d'un coup, il y a une cassure où on va commencer à dévaloriser ou à dire voilà, tu m'as déçu quand tu as fait ça, et où on va forcer la personne à regagner notre confiance, notre amour. Et ensuite, c'est là où on se fait prendre dans l'emprise, parce qu'on se dit mais cette personne qui m'a tellement valorisé, elle m'a tellement donné, je l'ai déçu, je peux pas l'avoir déçu, il faut que je regagne son amour, puis c'est là où on est pris. Et puis dans la secte de Raël, il y avait plein d'abus sexuels, de violences, tout un tas de choses terribles qui se sont passées. Mais parce que à nouveau, il y avait ce phénomène d'emprise. À nouveau, dans cette secte, ils faisaient de la méditation, ils faisaient du camping, il y avait des moments de groupe, des moments vraiment de fraternité comme ça. Donc il y avait plein de choses qui en apparence peuvent être très positifs et peuvent ressembler à des pratiques que des personnes dans le développement personnel peuvent mettre en avant. Et si on regarde juste comme ça de loin, on pourrait se dire mais c'est quoi la différence entre ça puis une retraite de yoga où les gens vont juste faire du yoga et passer un bon moment. Donc à nouveau, c'est dans les mécanismes psychologiques qu'il faut aller creuser avant de juger de est-ce que c'est quelque chose qui me fait du bien, qui est juste une pratique de développement personnel, ou est-ce que je suis en train de rentrer dans une secte. Et puis le dernier exemple que j'aimerais prendre dans une secte, c'est au niveau de la scientologie. Et je vais juste prendre un petit exemple. Je vais pas faire tout un cours sur la scientologie, mais un des mécanismes de la scientologie, c'est qu'ils vous font passer un questionnaire de personnalité quelque part. Ce questionnaire, je sais plus combien il y a de questions, mais il y en a du genre 300, 350. J'avais pris une fois dans la rue, des scientologues me l'avaient donné. Et en gros, en fait, il y a tellement de questions qu'on est forcé de se reconnaître là-dedans. Parce que quand on vous décrit finalement tous les traits de personnalité qui peuvent exister ou toutes les situations qu'on peut avoir vécues, forcément qu'on va dire ah ouais mais ça me ressemble, ah ouais mais ça c'est moi, etc. Et ça c'est la première étape qu'ils utilisent pour recruter des nouveaux membres. Et je vais juste me focaliser sur ce point-là parce que c'est quelque chose qu'on peut voir dans le développement personnel ou même chez des psychologues. Alors les psychologues, c'est pas pour faire rentrer quelqu'un dans un mouvement, etc. Mais je trouve qu'il faut faire attention par rapport au diagnostic, parce que en ligne on peut voir plein de gens qui vont dire ah bah voilà, si t'as tel et tel signe, c'est que tu as un TDAH ou c'est que tu as un TSA ou tu es ceci, cela ou tu es hypersensible. Et en fait, tous ces outils quelque part de diagnostic, mais qui sont pas vraiment des diagnostics, en ligne, comme ça, juste sur la base de ah oui, mais ça me ressemble, ah mais je dois avoir ça, ça peut s'apparenter à des phénomènes sectaires, ou ça peut être le début de ce genre de phénomène. On va dire, quelque part, on va faire se reconnaître les gens dans un profil. Alors, si ça vous intéresse, je vous encourage à aller voir l'épisode sur l'effet Barnum, donc l'effet un peu horoscope. J'ai fait une vidéo là-dessus, je vous invite à aller l'écouter. C'est quelque chose où on va se reconnaître, ça va amener les gens à nous, puis ensuite, on va pouvoir prétendre qu'on sait ce qu'il faut pour eux, ce qui est bon pour eux, ce qu'il faut pour leur bien, etc. Et ça peut être le début d'un phénomène d'emprise. Après tout ça, comment est-ce qu'on fait vraiment pour différencier un processus de développement personnel ou un processus de dérive sectaire? Je pense qu'un bon accompagnement, c'est un accompagnement qui vous laisse libre de vos choix et qui respecte votre autonomie. Alors qu'une dérive sectaire, c'est quelque chose qui va chercher à prendre le contrôle et à toujours vous ramener, à toujours vous garder quelque part client captif. Donc ça, petite parenthèse par rapport au psychologue, si vous avez un thérapeute qui ne veut jamais vous lâcher, quand vous vous dites « Ah mais je crois que pour le moment ça va, j'ai envie d'interrompre les séances, je me sens mieux » et qui cherche à toujours vous dire « Ah ouais mais je pense que ça serait bien qu'on travaille encore là-dessus. Là non, moi je vois qu'il y a encore quelque chose à travailler et puis si vous ne travaillez pas là-dessus, plus tard, ça va revenir. » Des choses comme ça, décampez. Parce que la première chose qui est importante, c'est de ramener les personnes à leur propre autonomie et de les laisser libres de leur choix. Dans mon cabinet, moi je le précise dès la première séance, je leur dis toujours, à la fin de chaque séance, je vous demande est-ce que ça fait du sens qu'on se revoie? Si oui, on refixe, autrement pas. Et ça, c'est à chaque séance que je le redemande. Donc ça, c'est un point hyper important, c'est à vous demander, est-ce que dans ce processus dans lequel je suis, que ce soit avec mon psy, avec mon club de yoga, de méditation transcendantale ou de je sais pas quoi, demandez-vous, est-ce que j'ai toujours mon libre arbitre? Est-ce que j'ai le droit de dire non? Est-ce que j'ai mon autonomie? Si la réponse elle est non, fuyez. Un professionnel qui fait bien son travail, qui est éthique, il vous invite à vous poser des questions, à remettre des choses en question. Alors qu'une secte, elle va vous donner la vérité
unique. Donc pareil, demandez-vous est-ce que avec cette personne, est-ce que j'ai le droit de remettre des choses en question, de questionner, d'avoir des doutes, ou est-ce que c'est soit j'adhère à la vérité, au package qu'on m'offre, soit on va me juger, on va me menacer, on va me faire culpabiliser. Ça, c'est un autre point hyper important. Alors un autre point, c'est qu'un professionnel vraiment éthique et compétent, eh bien, il va prodiguer des conseils, des pratiques qui sont validés quelque part, qui sont validés scientifiquement, qui ont un niveau de preuve suffisant, alors que les dérives sectaires, elles vont plutôt aller vers des choses mystiques ou pseudo-scientifiques. Et ça, il faut donc faire attention parce que si on vous inculque la vérité unique mais qui n'a aucune preuve, puis en fait, la seule preuve, c'est la croyance. Finalement, c'est la base de toutes les religions, hein. Il n'y a pas vraiment de preuve. C'est on y croit ou on n'y croit pas. Mais ça peut être d'autres pratiques, hein. L'homéopathie, par exemple, il n'y a pas de preuves scientifiques. Toutes les études qui ont été faites, il n'y a rien qui est vraiment probant, par exemple. Alors, je dis pas que les homéopathes sont des dérives sectaires, mais disons, c'est des pseudo-sciences où on va se baser, puis finalement, c'est on y croit ou on n'y croit pas. Donc ça, il faut faire attention à ce genre de pratique. Et puis finalement, c'est toujours l'aspect financier. Un professionnel qui est compétent, il va faire attention à votre liberté financière, alors qu'une secte, ça va être des paiements excessifs, réguliers, et puis vraiment une emprise financière. Donc ça, à nouveau, dans le cadre, par exemple, de mes consultations, quand des personnes ne sont pas remboursées par l'assurance, mais qu'elles payent de leur poche, à nouveau, je le précise toujours, je leur dis, voilà, cet accompagnement, ça doit être OK dans votre budget. Ça ne doit pas être une contrainte financière. Vous ne devez pas vous endetter pour venir chez moi parce que sinon, si ça devient un stress, c'est que c'est pas bon. Donc ça, à nouveau, je le cadre à chaque première séance et c'est un point qui est super important. On arrive gentiment à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura questionné, interrogé. Peut-être qu'il y a certaines choses que j'ai dit qui vont heurter certaines personnes ou qui vont venir les piquer, leur déclencher quelque chose de désagréable. Prenez le temps d'y réfléchir, de remettre en question qu'est-ce que ça vient toucher, etc. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires aussi, on peut débattre, hein, tant que c'est des débats intelligents et bienveillants. Moi, je suis toujours ouvert à ça. Malheureusement, sur Internet, c'est rarement le cas, hein, ça va être plutôt des jugements peu fondés ou des insultes la plupart du temps. Donc, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Et puis, comme d'habitude, si vous arrivez à prendre le temps de mettre une évaluation sur Apple Podcasts, Spotify, à vous abonner sur YouTube, à activer la cloche, à partager ces épisodes, ça m'aide énormément à faire connaître ce podcast et à le développer. Donc je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode.